Bonjour tout le monde, j'espère que le week-end démarre bien. Merci encore d'être là et on va faire une présentation aujourd'hui sur Flutter et on va parler d'un élément qui est essentiel dans, dans le processus de développement d'applications, que ça puisse être web ou mobile, et que ça puisse être dans le développement d'une application web ou mobile, qui est la gestion de l'état, qu'on appelle communément state management. Euh, on va essayer de voir exactement, en quelque sorte, c'est quoi le state management dans Flutter et de voir plus en plus le state management, comment on peut le faire avec Flutter sans l'utilisation d'un package, c'est-à-dire sans l'utilisation d'un micro-framework ou bien sans l'utilisation de librairies externes. Ça c'est moi, c'est ma tête. Nombre Sam, je suis un membre de Dakar Ruby Brigade et depuis longtemps. Si vous avez besoin de plus d'informations sur moi, vous pouvez aller sur Twitter. Donc, le state management, c'est quoi? En fait, on a vu que la gestion de l'état au niveau de Flutter, c'est un sujet qui est vraiment vaste, en fait. Et ça peut être vraiment difficile de s'y retrouver à un moment donné si on ne sait pas comment on l'appréhende au moment de faire la mise en place de notre application. Ici, on va essayer de voir les bases, comme je l'ai dit tout à l'heure, les bases en expliquant ce qui est la différence, et ce qui est un state, et aussi qu'est-ce qui est un state management, comment on le fait en local, et c'est quoi un state management en fait global, qui est un state management qui est en fait à l'état partagé. Et aussi, on va voir certains widgets qui sont intégrés, littéralement à Flutter pour pouvoir faire cela. Donc, un state management, après, on voit que les applications Flutter, en fait, ils sont construits avec un modèle de programmation qui est en fait déclaratif. Ça c'est ce qu'on a vu. Donc, cela signifie que on a tous les widgets qui définissent leur UI en se basant sur une méthode, qui est la méthode build. Et c'est cette fonction qui permet de convertir les states au niveau d'une interface, bien au niveau d'un widget. Donc, dans un futur proche, pourquoi utiliser un state management? C'est parce que on a un widget qui a besoin de changer d'état. C'est-à-dire qu'il y a un widget qui a besoin, exemple, qui est son background qui est en couleur noire, qui a besoin, si quelqu'un clique sur un bouton, que ça puisse changer pour être vert. On a besoin de mettre à jour notre application parce qu'il y a les données qui viennent du cloud qui sont mises à jour. On a besoin de mettre à jour l'état de notre application parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a les interactions avec l'utilisateur et aussi parce qu'il y a des interactions avec des données externes qui arrivent. Donc, il y a tout cela qu'on veut mettre en place, en fait. Et qu'il y a des éléments au niveau de Flutter qui peuvent nous permettre de le faire en passant par les states full widget, en passant par les inherited widgets. Il y a plein d'éléments, donc c'est ça qu'on va essayer de voir au niveau petit à petit dans cette présentation. Donc, on sait qu'en fait, au niveau de Flutter, il y a ce qu'on appelle le state full widget. Donc, en fait, à un moment donné, si on a un état simple qui n'affecte pas le comportement, qui affecte que le comportement d'un seul widget,
souvent on dit que vous avez besoin uniquement d'utiliser un stateful widget. Exemple ici, on a besoin à un moment donné de mettre à jour le compteur au moment de cliquer sur le bouton. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on clique sur le bouton, il y a le compteur qui doit s'incrémenter. Donc, pour cela, on a juste besoin de state et de stateful widget pour le faire. Donc, et ça, c'est ce qu'on appelle souvent l'état local, c'est-à-dire que c'est le local state. Souvent, c'est ça qu'on l'appelle. Et c'est un état qui est souvent éphémère aussi. Donc, ça nous permet de pouvoir changer le state d'un widget rapidement. Et c'est ça le but. Et quand on parle de stateful, parce que souvent, si vous voyez dans Flutter, il y a les stateful widgets et aussi il y a les statelets widgets. Donc, juste pour faire un petit rappel, quand on parle de statelets, exemple, si j'essaie de faire simple, c'est-à-dire qu'un statelet widget, c'est un widget qui ne dépend pas d'autre chose que de ses propres informations qui lui sont fournies. C'est-à-dire qu'au moment de son build, lui, il ne dépend que de ses informations pour fonctionner. Pour faire simple, par exemple, c'est un widget texte, c'est-à-dire qu'on a besoin d'afficher un texte, ou bien on a besoin d'afficher un widget dans un conteneur widget, etc. Et parfois, il n'y a aucun événement avec l'utilisation. C'est-à-dire que quand le build se lance après, il n'y a pas d'interaction avec l'utilisateur pour changer l'état au niveau de ce widget. C'est-à-dire qu'un texte title qui est affiché, à un moment donné, on ne le change pas tout au long du processus quand l'application est démarrée. Et à l'opposé, on a le stateful widget. Et de son côté, c'est le stateful widget, lui, il va générer des données internes qui changeront au cours du cycle de vie de ce widget. C'est tout à fait le contraire de stateful widget. Et les données sont incluses dans ce type de widget, forment un ensemble qu'on appelle le state. C'est ça qu'on appelle l'état à un moment donné l'état du widget. En d'autre part, l'état aussi doit être partagé entre plusieurs widgets. C'est-à-dire que on a notre état qui a été mis à jour, mais ça doit être partagé entre plusieurs widgets ou peut-être même sur l'ensemble de l'application. Parce que l'application, ce n'est pas seulement une page qui contient des widgets, mais ça peut être aussi sur plusieurs écrans. Donc, à ce moment-là, on est confronté à un souci d'une application avec un état qui est partagé, c'est-à-dire un état qui est en fait global. Et à ce moment-là, souvent, quand le partage de l'état entre plusieurs widgets est l'endroit où les choses deviennent intéressantes, en fait, il existe plusieurs techniques en fait, pour le faire. Et parfois, pour y parvenir avec Flutter, on peut le faire avec l'utilisation de Inherited Widget. En fait, Inherited Widget consiste à faire quoi exactement? En fait, ça consiste à mettre certaines données ou certains états à la disposition de plusieurs widgets par le biais d'un accès qui est en fait étendu. C'est-à-dire qu'on a, au lieu de voir la mise à jour au niveau du widget, c'est-à-dire que le widget part mettre à jour directement un widget parent, ou bien c'est le widget parent qui appelle le widget fils. Actuellement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on a un widget qui est inherited widget. Si la donnée est mise à jour, donc le widget pourra avoir accès à cela. Donc, c'est-à-dire que ça va diminuer en fait les interconnexions entre les widgets et aussi les appels pour avoir les données. Par exemple, si on sait utiliser souvent les navigations contexte, parfois à l'intérieur de nos widgets, on peut appeler un navigateur en fait contexte pour avoir le navigateur principal, c'est-à-dire qui est utilisé en fait avec Inherited Widget. Je pense qu'on va voir ça
tout à l'heure pour voir comment fonctionnent les unités widget. Excusez-moi, là, il y a mon écran qui est figé. Bon, je vais essayer de créer une application. Donc, comme ça va être beaucoup plus simple d'expliquer. Et s'il y a des questions, est-ce qu'on peut les poser en même temps? Oui, c'est beaucoup plus simple en fait que d'attendre la fin. OK. Donc, vous pouvez écrire votre question sur le chat ou bien juste activer votre micro et parler. Merci. Ça va être beaucoup plus interactif. OK. Donc là, je viens de créer une application. Bon, avec Flutter, souvent, quand tu crées une application, il vient par défaut avec l'application qu'on a, avec une application de compteur. C'est par défaut ce qu'il fait. Donc, j'espère que vous voyez bien mon écran. Donc, ce que je vais faire déjà, c'est supprimer les commentaires inutiles qui nous génèrent comme ça. Voilà. Donc, j'ai supprimé les commentaires intermédiaires. En fait, avec Flutter, quand on crée une application par défaut, donc là, il nous crée une application en utilisant les stateful widgets. Et au niveau de cette application, il y a une chose simple qu'il fait, c'est-à-dire que quand on clique sur un bouton, il fait incrémenter le compteur. Donc, je le lance, on va essayer de voir qu'est-ce que ça donne. Donc, on peut expliquer ce qu'il génère, c'est-à-dire qu'il y a une méthode de main. Bon, comme ceux qui font Java, ils ont une méthode main sur un public static void main. Donc, dans Flutter, on a notre main qui nous permet de lancer notre application par défaut. Et aussi, on a un stateful widget qui utilise le matériel app et aussi qui lui donne le thème à utiliser et aussi qui lance un widget en lui donnant le titre par défaut qu'il doit avoir. Donc, sur ce widget, en fait, on a le title qui est affiché. Et aussi, sur ce widget, on a une méthode qui est définie qui permet d'incrémenter le compteur. Donc, ce que je disais tout à l'heure, il y a le build qui va être lancé. Ça, c'est le widget qui va hériter de cela. Donc, qui affiche un texte et aussi qui va nous permettre de mettre à jour, qui affiche un texte et aussi d'afficher un compteur. Et aussi un bouton, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on clique sur ce bouton, il appelle cette méthode. C'est la méthode définie en haut. Et la méthode, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet juste d'incrémenter le compteur. Donc, tout à l'heure, j'avais dit que pour changer le state, c'est-à-dire que pour changer le state de l'application quand on clique sur le bouton, on va utiliser du set state, c'est-à-dire que c'est le state là qu'on va utiliser. Et comme on est dans du stateful widget, donc on peut l'utiliser. Et là, on va mettre à jour la variable, ce qui va aller mettre à jour le widget. Exemple ici, à chaque fois qu'on clique, vous voyez, il met à jour le widget. Donc là, c'est ce qu'on appelait en fait le widget en fait local. C'est comme ce que je disais tout à l'heure. C'est le truc qui est vraiment basique pour la gestion pour la gestion des states dans Flutter. Donc après, il y a l'inherited widget que je viens de dire tout à l'heure. Donc pour ça, je vais essayer de créer un nouveau fichier. Pour ça, je vais essayer de créer un nouveau fichier que je vais appeler, c'est sur le même projet. Donc, c'est le projet qu'on va utiliser pour le rendre avec un state qui est beaucoup plus global en utilisant une unité widget. C'est ça, en fait. C'est ça, en fait, l'idée. OK.
Donc, pour ça, on va créer en fait la classe. Donc, je nomme peut-être vous allez voir, enfin, le code qui est proposé, hein, ne vous en faites pas, c'est c'est le gars là qui le fait, en fait. C'est GitHub Copilot ou bien? Oui, c'est ça. Ok. Le GitHub Copilot qui le fait souvent. Ne vous en faites pas. Donc là, je vais avoir un widget. Il faut avoir un widget child. C'est ce widget-là qui va être mis à jour dans l'avenir. Et aussi, je dis que bon, j'ai besoin de ça. Je peux aussi avoir une classe auteur qui va avoir un compte et aussi qui va avoir son constructeur. Aussi qui va avoir une méthode, incrément. Bon, merci copilote. Parfois, je peux l'utiliser pour simplifier l'écriture, hein. Donc, ici, c'est un compte que j'ai défini. Et après, j'ai défini un super constructeur. Voilà. C'est pas un problème. Ouais. On va utiliser un filtre. Ça, c'est déprécié maintenant. Donc, je pense qu'il est déprécié. Je peux l'utiliser. Voilà. Pourquoi ils vont se ramener tout le temps? Mais c'est concrète implémentation. Ok. Ouais, ouais, ouais. Update machin qui vient avec euh, qui vient avec le T. Excusez-moi. Ouais, merci. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai juste créé un edited widget. Et ce que je fais, c'est que à chaque fois que j'ai créé une classe aussi qui va nous permettre d'utiliser le compteur, c'est-à-dire pour séparer la logique et aussi le modèle qu'on va utiliser. On pouvait ne pas le faire. Et à chaque fois, c'est le should be notify qui va nous permettre d'appeler pour pouvoir mettre à jour notre widget.
Donc là, je pense qu'on l'a fait. Donc, de l'autre côté, normalement, il faudra qu'on puisse modifier notre méthode main. Sinon, ça ne va pas marcher, ça va pas trop marcher là. Donc, pour modifier notre méthode main, donc, il y a des choses qui vont changer. Exemple ici, euh, notre home maintenant, parce qu'on avait dit, si vous vous rappelez, sur le... Donc, les widgets vont dépendre d'un widget parent qui inhérite le widget. Donc là, ici, home, c'est un compte provider, il va y avoir un compteur. Donc, je vais initialiser notre compteur à 0. Et aussi, je vais lui donner le child, c'est-à-dire que c'est le widget que je vais lui donner. Donc, sur le widget qui était là, ça, il n'y a pas de problème. Et après aussi, je dois déclarer une variable ici. Je vais utiliser le compte. Donc, je vais utiliser un compteur provider. Et puis là, il m'aide à corriger. Et ici, je vais utiliser le... Je vais l'initialiser. Bon, je vais le désactiver. Comme ça, il va me laisser travailler. Je vais utiliser le control provider que je viens de déclarer qui va être initialisé avec le control provider. Compte provider. C'est dans le contexte comme je l'ai dit. OK. Donc maintenant, pour respecter la logique, on va appeler increment. Et aussi, ça n'existe plus. Donc, si on va l'appeler, on va le remplacer par quoi? J'espère que je ne vous ai pas perdu. Le control provider, par contre, OK. Donc, si on récapitule, donc ici, ce que je disais, on a créé notre classe, le compteur, donc on va utiliser après. C'est-à-dire qu'il y a le constructeur par défaut, il y a le build context qui va nous permettre de l'utiliser. Et aussi, il y a le update, il y a le update should notify qui va, qui va notifier peut-être que le widget a changé de stage. Aussi, on a mis cela. Et aussi, dans la méthode main, on l'a modifié, c'est-à-dire maintenant pour pouvoir appeler notre control provider. Et après, pouvoir déclarer notre variable, l'utiliser au niveau du incrément. Comme vous voyez ici, on n'incrémente plus aussi. On a mis toute la logique au niveau d'une autre classe. Je pense que c'est beaucoup plus simple aussi en termes de lisibilité. Et aussi, on a mis pour mettre à jour l'élément en fait. Donc, si j'essaie de voir, donc, vous voyez, j'ai mis à jour juste le terminal. Donc, il y a le live upload de photo qu'il permet. Donc, vous voyez qu'il continue à marcher comme il le faut. Il n'y a toujours pas de questions, donc je peux continuer. OK, donc on peut continuer.
Donc là, on a parlé des inherited widgets. Mais parfois aussi, on a besoin de pouvoir stocker en fait l'état de notre application en dehors de nos widgets, comme je l'avais dit tout à l'heure. Donc, il y a un moyen qu'on vient de voir tout à l'heure. Non. Et aussi, Je pense qu'il y a des questions dans le chat. oui, tu peux me... Suleiman Mohamed, vous pouvez activer votre micro et parler pour aller plus vite. Suleiman Sidibé. Oui, oui, je peux. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, en fait, la question, c'était, le calcul que tu fais là pour incrémenter. Imagine, c'est un truc qui vient, par exemple, je sais pas, c'est un calcul compliqué que tu fais en local ou bien c'est un truc remote avec un service ou n'importe quoi. Mhm. Où est-ce que c'est dans l'objet compteur que tu continues de gérer ça ou bien tu vas faire ça d'une autre manière si tu es dans ce cas de figure? C'est-à-dire que, attends, tu parles Donc, d'ici en fait. oui, ici, tu sais, c'est là que tu fais ton calcul, increment avec count plus, point virgule. Oui, si c'est un truc qui est compliqué, parce que comme ici, on a juste le fait de pouvoir mettre à jour cette variable. Si c'est un truc qui est compliqué, on ne peut pas le mettre ici. C'est-à-dire qu'on peut avoir un contrôleur qui va nous Ok. permettre de faire le travail et un contrôleur et un service qui va nous permettre de faire le travail et après, le rendu sera appliqué au niveau de la vue. Donc, c'est-à-dire que on peut utiliser, parfois, si c'est des calculs qui sont compliqués, ça prend du temps, tu vois, ça prend du temps. Et aussi, ça peut faire de telle sorte qu'on attend pour pouvoir afficher le résultat. Donc, dans ce cas-là, on peut utiliser un future builder. Il y a ce qu'on appelle dans Flutter les future builders qui te permettent que lorsque tu attends le retour d'un travail qui doit être fait, que tu puisses utiliser cela, soit pour montrer un loader ou bien pour dire que le travail est en train d'être fait. Et à ce moment-là, toi, ton modèle va juste garder cela, cette logique-là, et c'est-à-dire que la structure en fait de base et la logique, toi, tu peux le déplacer au niveau d'un service que tu vas mettre en place. Et c'est dans ce service-là que tu vas mettre maintenant la logique qui va fonctionner en fait derrière. Et après, en utilisant le future builder ou bien le stream builder, ça va te permettre que lorsque le travail va être fait, après tu vas recevoir les données. Je pense que je vais parler juste après du future builder et de stream. Donc, je vais parler de ça après. L'autre question, c'est quoi? C'est bon, Suleiman? Oui, c'est bon, merci. Ok. Mohamed Gay? Ouais, bonjour à tout le monde, bonjour Nango. Donc, moi, ma question c'est, est-ce qu'on peut utiliser à la place de inherit widgets, d'utiliser Redux en fait, et utiliser des actions, des Redux, ce genre de truc-là? D'utiliser? Redux à la place. Oui, bon, il y a Redux qu'on peut utiliser à la place, hein. Donc, Ok. il y a certains paramètres qui te permettent de l'utiliser. Euh, parce que là, c'est des trucs en fait vraiment basiques qui viennent avec Flutter. Comme ça te permet de pouvoir, parce que après, quand tu vas comprendre ce principe-là, ça va être beaucoup plus simple quand tu vas utiliser. Donc, exemple, en fait, Redux ou bien les autres bibliothèques qui vont te permettre d'utiliser de faire le state management après. Donc, il y a ces bibliothèques-là que je vais en parler après. On ne va pas voir aujourd'hui ici, mais peut-être une autre session, on peut essentiellement parler des packages qui ne sont pas natifs et qu'on peut utiliser pour faire ça, pour gérer les states en fait. Mais là, je voulais mettre les bases comme ça. Quand tu as les bases qui sont assez simples, ça va te permettre que quand tu vas utiliser après quelque chose qui va faire une encapsulation de cela, ça va être simple après toi de comprendre lui comment il fonctionne. Ok, C'est super. bon? Merci. Oui. Ouais. OK. Ok, merci. Donc, on peut continuer. Yes. Et aussi, il y a ce qu'on appelle aussi les value notify et les change notify. Je pense que ceux qui utilisent
un des packages qui est très connu dans le state management de Flutter, qui est en fait avec le package provider. Ils sont familiers avec cette notion-là, cette notion de value notify et de change notify. Donc, en fait, value notify, il te permet en fait réellement d'avoir une performance en fait sur notre application. C'est-à-dire que ça peut limiter le temps que notre application fait pour faire un rebuild. Parce que dans Flutter, on sait que lorsqu'il y a un changement d'état et autres, donc il y a le rebuild qui est lancé pour créer à nouveau le tree. Parce que Flutter, c'est ça, c'est une programmation en fait déclarative. Donc, quand il y a quelque chose qui est modifié, donc on appelle le rebuild pour mettre à jour ces éléments-là. Contrairement à cette state, en fait, qui fait un redesign en fait du build, c'est-à-dire qu'il fait un redesign du build en entier. Avec les trucs qu'on a modifiés, il est mis à jour. Donc, Value Notifier, quand même, ça permet de jouer réellement sur la performance de cela. Et Value Notifier, faut savoir que c'est une extension de Change Notifier. C'est à peu près la même chose. En fait, à un moment donné, il faut le prendre pour dire que ça nous permet de stocker votre état en dehors des widgets. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser avec un widget qu'on appelle aussi le Value Listenable Builder qui va te permettre de mettre à jour l'interface. C'est-à-dire que lorsque l'état change, donc c'est lui qui va permettre que tu puisses voir une mise à jour au niveau de ton application. Souvent, on travaille avec des formulaires. Hein. Souvent, on travaille avec les formulaires et parfois, on est appelé à faire la validation de ces formulaires en temps réel. Et il y a des éléments qui te permettent de le faire directement. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il y a certaines librairies qui te permettent que, au moment que la personne saisit, tu peux mettre à jour directement certaines informations. Donc, il faut savoir qu'il y a ça. Et aussi, toi, tu peux le gérer à ton niveau. C'est-à-dire, par exemple, quand une personne saisit dans un champ de texte, que tu puisses vérifier en temps réel que le champ qui est en train de saisir les données sont conformes avec la validation que tu vas faire derrière. Donc, exemple, je peux juste faire un truc assez banal. Donc là, je vais créer un widget que je nomme je ne sais plus. Je viens de parler tout à l'heure de texture. Je peux ça. Donc, il y a le statelet widget que je vais utiliser. Donc, pour Sylvie, je n'utilise pas Petulon, je vais utiliser matériel pour faire plaisir à Sylvie. Donc là, ce que je vais faire, c'est que quelque chose de très important que je vais utiliser, comme ça, c'est le value notify. Le value notify, en fait, il peut prendre plusieurs types de variables. C'est-à-dire qu'il peut prendre plusieurs types de variables. Ça dépend comment tu veux. Qu'est-ce que tu veux utiliser, en fait? Moi, je veux qu'il me retourne au true ou au false à chaque fois qu'il y a un changement qui est fait et que la vérification me dit que c'est OK ou pas. Donc, comme c'est un booléen, je peux l'initialiser à false. Donc, déjà, qu'est-ce qu'il crée ici? Bon, je vais activer pour que le pouvoir est beaucoup plus vite. Parce que là, je pense que le temps file. Donc, là, je vais créer la méthode qu'on va après utiliser pour faire la vérification. Donc, je fais un update text has error. Bon, c'est lui qui me le propose. Hein.
Donc, je vois que ce qu'il me dit. Value has error. OK, d'accord. Mais moi, ce que je veux, c'est que je veux vérifier d'abord quelque chose. Si le texte, non, si le texte qui est saisi, moi, je ne veux pas. Enfin, c'est les limites, ou bien pas les limites, mais il faut faire attention à ce qu'on utilise quand on utilise Copilot. Et le texte, par exemple, je dis qu'il est inférieur à 3, peut-être. Donc, ça, bon, c'est un truc simple. On pourrait mettre un regex ici, ou bien autre chose, mais je lui dis juste qu'il va me retourner la valeur si le texte est vide, ou bien nul, ou bien si la longueur est inférieure à 3. Donc ça, c'est c'est ce qu'on a mis. Donc je vais essayer de créer rapidement un truc assez simple qu'on va utiliser. C'est un truc matériel A, le home, je le dis que c'est scaffold. On a besoin d'un bas, je pense pas. Ça, on va aller beaucoup plus vite. The body, on va utiliser un conteneur. C'est juste essayer de mettre en place comme ça. Le truc qu'on a mis. Et là, je vais mettre le valuable là que je disais tout à l'heure. Voilà. Et lui, il prend en compte un builder. Donc, nous, on va lui passer le builder qu'il va utiliser. Le builder, on lui dit, tu prends le builder. Il y a un build context. Donc, il prend 3 éléments en entrée. Il y a aussi le booléen. Has error condition. Et aussi, il y a le widget qu'il doit prendre. Pour faire la vérification. Donc, je donne porte. Oui, on n'a pas encore fini. T'inquiète. Il m'a dit qu'il y a des choses que je n'ai pas mis. Ok. Aussi, il y a le tilde que je dois mettre que je n'ai pas encore défini. Ok, le tilde que je dois mettre. Ok. Ouais. C'est un build de contexte. Je donne le contexte que je veux. C'est bon. Ok. Donc, j'ai le builder que j'ai mis en place. Il y a quelque chose que je veux. Copilote, qu'est-ce que tu me proposes avant que je valide? Tu veux me mettre le texte que
le on-change, tu vas appeler le update. OK, ça c'est normal. La décoration, tu veux mettre une décoration quand il y a une erreur. Oui, c'est pas mal. Donc, là, au niveau du on-change, je veux quand il y a un changement, qu'il m'appelle le update error. Donc, pas besoin de tout cela. Excusez-moi, ça peut être un peu plus long, je sais. Tiens, update. OK. Il y a le décorateur. Bon, le décorateur, c'est un truc assez simple, c'est-à-dire qu'il va m'afficher que le texte est trop short ou bien autre chose. Parce que ça, pas la peine de l'expliquer, vous avez compris le principe. Donc, je vais juste voir si mon value notify est bien fait. Oui, il va vérifier cela. Vous pouvez mettre un regex ou bien autre chose. Dans le conteneur, peut-être que je vous laisse là. OK. Aussi, je vais essayer de changer maintenant la classe qui est retournée ici. Ouais, j'ai fait beaucoup de temps, j'ai pris du temps. Excusez-moi, il est 5 heures et je me suis couché derrière, donc je suis un peu KO, quoi. Mais s'il y a des questions en attendant, on peut en discuter. Donc, je ne sais pas si vous voyez, parce que la validation que j'ai mis, c'est si le texte est soit vide au moment d'écrire, si le texte est soit vide ou bien inférieur à 3, qu'il puisse afficher texte is too short. Donc, 1, 2, 3. Donc, ça pas. Donc, ça, c'est un truc assez basique qu'on peut faire avec le value notify. Ça, mais vous pouvez l'utiliser avec autre chose. Moi, je l'ai mis juste avec une validation sur un champ, mais vous pouvez l'utiliser, exemple, l'utiliser sur, comment dirais-je, un appel de service qu'on fait quand on saisit, il part appeler le service, récupérer les informations, c'est-à-dire lors d'une recherche, récupérer les informations et mettre à jour la liste qui est affichée. C'est des exemples qu'on peut prendre en compte. Et, et je pense que c'est assez bénéfique de comprendre, de savoir cela, comment ça fonctionne, de telle sorte qu'après, si on veut le modifier, donc ça va être simple. Ou bien si on veut le comprendre dans un package Excel qui a été utilisé. Donc, et pour le change notify, à peu près, c'est la même chose, hein, c'est le même principe. Donc, je vais essayer de continuer un peu vite. Après, il y a le Future Builder ou bien le Stream Builder. En fait, il y a CDB qui m'en parle un peu. Donc, parfois, il y a des choses qu'on peut faire et parfois, il y a des appels d'API qu'on peut faire et autres, des trucs externes. Et parfois, c'est des trucs asynchrones. Donc, souvent, on préconise d'utiliser un Future ou bien un Stream pour notifier notre application quand les données sont disponibles. C'est-à-dire que pour éviter que tout ce traitement-là prenne du temps et qu'on ne puisse pas savoir exactement qu'est-ce qui se fait derrière. Parfois, la différence, c'est que en fait, le futur, il retourne un seul élément asynchrone et que, et le stream, comme son ligne, lui, il peut retourner plusieurs éléments en même temps, en fait. Et qu'en fait, on peut utiliser le future builder pour décider en fait du widget qu'on veut afficher en fonction de l'état. C'est-à-dire que
quand il y a le chargement qui est en train d'être fait, qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher peut-être un loader pour montrer qu'il y a le chargement qui est en train d'être fait. Quand le chargement est terminé, on a les données. On dit que maintenant, l'appel de l'API qu'on a fait, le temps d'appeler le serveur ou notre backend, il fait un chargement. Donc, il affiche un loader qui dit qu'il y a un changement. Et dès qu'il a un retour, ce retour-là, il a les données, il peut afficher les éléments. Et quand il vient aussi en erreur, c'est-à-dire qu'il a un retour, mais c'est en erreur, il affiche qu'il y a une erreur qui a été détectée. Donc, tous ces éléments-là, le futur builder, il peut permettre de le faire. C'est-à-dire qu'au moment du chargement, au moment qu'on a les données ou bien qu'on a une erreur. La différence de plus qui est rajoutée, je pense que dans le Stream Builder, je pense qu'il y a beaucoup plus d'éléments en fait. C'est-à-dire que ça puisse attendre beaucoup plus de données ou bien beaucoup plus de trucs asynchrones de leur part. Donc, quand on utilise le Stream Builder pour reconstruire en fait l'interface, quand aussi on a plusieurs données qui arrivent, on peut utiliser le Stream Builder. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions le temps avant que je continue. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles, c'est ça qu'on dit. Hein? Bon. Oui, oui, Aladou Mbaye. J'ai une petite question, s'il te plaît. En fait, quand tu présentais l'implémentation de la fonction qui est appelée sur le onChange. Ici, oui. À chaque fois qu'il y a un changement, si le gars efface, si le gars tape un texte, ça va lancer l'événement et puis ça va arriver à ton gestionnaire, à ton validateur, c'est ça? Oui, c'est ça. Juste une question pour savoir, est-ce qu'il n'y a pas de problème de performance avec ça? Ou bien est-ce que c'est connu? Est-ce qu'il y a des façons de gérer? Bon, ça peut avoir des problèmes de performance parce que si derrière le service que tu appelles, ça prend beaucoup plus de temps pour te répondre ou bien à faire un traitement. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas à chaque fois qu'on utilise le fait de taper qu'il nous renvoie des éléments. Exemple, lors d'une recherche sur Twitter ou bien sur autre chose, souvent, quand tu tapes, il y a des résultats qui te sortent en fonction de ce que tu mets, tu vois. Donc, le temps de taper une lettre, il peut aller faire la vérification et revenir. Ça dépend. Tu peux dire que quand il perd le focus, c'est-à-dire que quand il a fini de faire le changement, quand il perd le focus, c'est à ce moment-là que toi, tu peux faire la vérification. Tu peux le faire. Ou bien, toi, tu te dis qu'au moment de faire le chargement, j'attends qu'il saisit que ça puisse être une longueur de 10 éléments ou bien 10 lettres pour faire la vérification. Donc, le problème de perf peut se poser maintenant sur le service qui va être appelé derrière. Est-ce que c'est une méthode qui va être appelée derrière, qui va faire le traitement, juste une vérification et te retourner? Ou bien est-ce que c'est un appel vers un serveur qu'il va faire pour attendre les données et le retourner? Donc, le problème de perf, ça va après jouer sur la manière d'appeler le service qui sera derrière. Donc, c'est pour cela que je disais, au moment qu'il tape, à un moment donné, ici, si on voulait afficher une liste en bas, au moment qu'il tape, on peut utiliser le Stream Builder ou bien le Future Builder pour lui afficher un loader le temps d'avoir les données, tu vois. Mais le fait d'avoir un souci de perf, ça peut jouer sur la conception qu'on a faite ou bien sur le service qui va être utilisé derrière. Et aussi souvent le besoin aussi qui va être fait. C'est bon? OK. Donc, ouais, je vois. Et il y a la possibilité d'utiliser, de faire du debounce aussi. De faire du debounce. Oui. On se dit à peu près, par exemple, tout à l'heure, quand tu parlais, tu as proposé, en tout cas, tu as énuméré des possibilités des façons possibles de gérer la chose. Oui. Bien, on peut se dire qu'on laisse le gars taper. Dès qu'il tape quelque chose, on essaye de faire notre requête ou bien de faire notre validation.
Mais à chaque fois qu'il rentre une nouvelle information ou bien qu'il modifie ce qu'il a tapé, on annule la demande précédente et on traite la demande la plus récente. Il y a la possibilité de faire ça aussi? Oui, il y a la possibilité de le faire. Il y a la possibilité de le faire. Exemple, sur la méthode qu'on a mis en place, on peut faire ce mécanisme pour dire que quand il saisit, quand il y a parce que n'oublie pas, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le value listenable builder qui permet de lui dire qu'il y a un changement qui a été effectué. Et que le onChange va lui dire qu'il y a un changement qui a été effectué. Et après, il va appeler cette méthode-là qui va lui dire que il y a un changement qui a été fait et il va le notifier sur le value, en fait, notify, tu vois. Et le value notify, après, on va se baser sur le valuable listenable pour lui dire comme il y a un changement, voici les nouveaux changements, tu vois. Donc, on peut jouer au niveau de la méthode qui va être appelée. À chaque fois que la méthode va être appelée et qu'il y a une action en cours, on peut lui dire d'annuler l'action en cours et de faire une autre demande. Mais ça, parfois, si c'est des appels de service, ça peut être compliqué à gérer à un moment donné. Si c'est des appels de service, tu as fait un appel d'humain, ça veut dire que tu vas annuler cet appel-là pour pouvoir faire un autre. Tu vois? OK, d'accord. Merci. Merci, M. Aladoumbay. Tonix, question. Ici, est-ce qu'il était possible d'utiliser des observables, par exemple, pour traquer le changement, en fait? Oui, c'est à peu près ce que fait le value. C'est-à-dire que pour traquer le changement à quel niveau? Quand il saisit ou bien? Par exemple, là, je vois le onChange, c'est un attribut du text field, c'est ça? Oui, c'est Donc, ça. à chaque fois qu'il y a un changement, c'est lui qui est appelé. Est-ce qu'il était possible, par exemple, le text field de dire que, OK, c'est un observable, tu vois, et il y a d'autres, en fait, qui sont en train d'écouter des observeurs qui, à chaque fois que le text field, il change, eux, ils vont répondre en fonction. Oui, il y a une possibilité aussi d'avoir cela. Oui. Okay. Il y a une possibilité d'avoir cela. C'est-à-dire que, comme tu dis, à chaque fois, il y a des observables qui vont être mis en place. Et à chaque fois que le changement va être fait, c'est eux qui vont faire qui vont le détecter et faire la mise à jour. Oui, ça aussi, il y a ce mécanisme-là. C'est interne dans Flutter ou bien ce sera avec des ressources extérieures, des librairies extérieures? Souvent c'est avec des ressources externes, en fait. OK, super. Merci. Okay. Cool. Merci. Mais ces ressources externes pour l'implémenter, il se base sur ces éléments, en fait, qui peuvent te permettre de le faire, en fait. Il y a d'autres questions par rapport à cela? Non, c'est bon. Pour continuer? Oui, tu peux. OK. Donc, comme je disais, Mohamed, on peut utiliser le change notify qui peut te permettre de faire ça. Et il y a d'autres librairies qui se basent sur le change notifier, comme Provider, GetX, autres. OK. Donc, en fait, tout ce qu'on vient de parler, c'est à peu près les state management basiques qu'on peut faire, en fait. C'est-à-dire qu'on peut faire du Flutter en faisant du state management sans utiliser d'autres librairies externes. Parce qu'on sait que quand on utilise une librairie externe, parfois, ça peut être compliqué pour la compréhension ou bien pour savoir l'utilisation et pour la mise en place. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, si on a besoin juste, c'est-à-dire que si on a besoin de gérer les états au niveau d'une application assez basique, on peut utiliser le stateless, le stateful widget ou bien le inherit.
Et aussi utiliser le change notifier, comme on vient de voir, pour gérer les changements d'état et autres. Si on peut utiliser le future builder ou bien le stream builder pour pouvoir lire nos données à partir de l'API asynchrone ou bien autre chose. Donc, en fait, actuellement, ce qu'on a vu, c'est que c'est la gestion vraiment en fait, basique des state management en fait, dans Flutter. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a d'autres librairies qui essayent de le faire en se basant sur les choses qu'on a vues, c'est-à-dire qu'ils se basent sur les trucs natifs de Flutter pour pouvoir le faire, c'est-à-dire pour pouvoir amener d'autres manières de faire pour simplifier les choses. Donc, à travers ces éléments, il y a les plus connus qui sont GetX. Il y a Get, qu'on appelle souvent GetX, et qui est vraiment de plus en plus très utilisé et qui est vraiment un package qui est assez complexe à gérer si on ne le comprend pas. Parce que comme j'ai discuté avec quelqu'un, je lui disais que si tu utilises GetX à un moment donné, tu as l'impression d'être dans du Spring Boot avec les injections de dépendance et autres. C'est-à-dire que tu as une manière de faire qui est un peu similaire à cela. Aussi, on a le provider. Le provider, il se base, c'est lui le plus basique, en fait, si je me dis. C'est-à-dire qui respecte beaucoup plus la philosophie, en fait, de Flutter. C'est-à-dire qu'il utilise les widgets de base de Flutter pour mettre en place pour mettre en place cette gestion d'état. Donc, il le fait et c'est assez basique, mais c'est vraiment puissant et c'est vraiment utilisé. Il y a Block, il y a Blockchain qui est le Business Logic Component. En fait, c'est un design pattern celui-là aussi. Donc, c'est un design pattern qui est mis en place. Donc, qui respecte aussi les basiques qui sont faits au niveau de Flutter. Moi, j'ai pas ce que tu disais aussi avec Redux ou bien Observable, Mohamed. Il y a Eric Dart qui le fait, mais je pense qu'actuellement, c'est déprécié ou bien c'est utilisé de moins en moins actuellement, le Eric Dart. Donc, il y en a d'autres, hein, ils sont beaucoup, ils sont presque peut-être plus de 50, je ne sais pas. Il y a un site que j'avais noté tout à l'heure, qui est ce site-là, flutterjam.dev. Donc, quand tu cherches les state management, tu vois que il y a tout cela que les gens font pour gérer le state management côté Flutter. Il y a beaucoup de choses que les gens ont mis. Mais si tu regardes les librairies, il faut regarder en termes de popularité de la communauté qui est derrière. Donc, tu sens qu'il y a il y a Provider qui a longtemps été là. Je pense qu'il a été créé par des ingénieurs de Google aussi. Donc, qui a longtemps été là. Après, il y a GetX qui vient, il y a Blockchain. Donc, c'est vraiment des choses que les gens utilisent actuellement pour pouvoir bien gérer cet aspect de state management. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée, ce n'est pas uniquement d'utiliser un package qu'il fait à notre place, mais de savoir quand on utilise le package, qu'est-ce que ce package fait derrière. Quand il y a un observable qu'on a mis en place, quand un text field est mis à jour, qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce que ce package fait pour le mettre à jour? Je pense qu'à un moment donné, c'est ces choses-là qui sont beaucoup plus importantes que de venir directement utiliser un package. Parfois, tu peux avoir un problème lors de la compréhension qui fait que tu n'as pas compris un peu les bases pour l'utiliser. Et qu'est-ce qui t'a poussé à utiliser cela? Moi, je me rappelle que j'ai l'habitude de faire des applications sous Flutter qui appellent des API et autres. Et parfois, je n'utilise même pas de state management. Je le fais uniquement avec les trucs de Flutter à la base. Et il respecte quand même le besoin en termes de performance et aussi en termes de lisibilité du code et aussi d'organisation. Et aussi, il faut savoir que le state management aussi, il est aussi beaucoup plus lié aussi au mode de fonctionnement ou bien à l'architecture qu'on met en place aussi pour notre application. À l'architecture qu'on met en place aussi pour notre application. C'est vraiment lié et que si on n'a pas une bonne architecture, si on n'a pas une bonne séparation des couches, ça peut faire de telle sorte qu'on va avoir des soucis pour gérer nos données à un moment donné. Parce que souvent, quand on parle d'état,
c'est les données derrière qui sont. Quand il n'y a pas de données qui changent, il n'y a pas d'état qu'on va parler à un moment donné sur l'application. Donc, c'était ça la présentation qui était un peu basique, sincèrement. Et que je voulais le faire parce qu'à un moment donné, je voulais présenter deux packages, à savoir Blockc et GetX. Mais je me suis rendu compte que si je le fais et que sans faire la présentation sur les bases, ça va être un peu compliqué parfois à comprendre. Donc, la prochaine présentation, ça va être, on fait une application, il n'y aura pas trop de slides. On va faire une application pour parler, pour GetX, c'est-à-dire que consommer un API, l'afficher, voir s'il y a un changement, qu'est-ce que ça fait derrière. Je pense que c'est ça qui est beaucoup plus intéressant après. Et vous allez voir l'utilité d'utiliser ça et que les gains de temps qu'il nous fait et que les choses qu'il va gérer derrière. Donc, c'était ça pour la présentation. S'il y a d'autres questions, je suis Ok, disponible. merci Le Longo. Je micro pense est qu'il y à a vous. une question de Ibrahim 6, si je ne me trompe pas. Ibrahim, tu es là? Oui, je suis là. Oui, vas-y. Vous m'entendez? Oui, Ibrahim, on t'entend bien. Oui, ok. Grand Longo, merci beaucoup pour cette présentation. Merci aussi du temps, de ton temps. Hein. Je pense qu'il fait 6 heures là-bas, donc c'est très tôt. On apprécie vraiment ce sacrifice de ton temps que tu fais pour nous. Alors, par rapport à ma question, moi, je pense qu'avec ces outils réactifs, si je peux les appeler ainsi, comme Flutter, React Native, SwiftUI, etc., le challenge avec eux, c'est aujourd'hui d'avoir une même source de données, de telle sorte que quand un état change, toute la vue soit redessinée pour refléter ce changement d'état, n'est-ce pas? Moi, j'ai eu personnellement à travailler sur une app récemment, Charabia même, où je devais gérer plusieurs de ces états et avoir une même source de données. Mais c'est pas du tout évident. Et il y a Sidibé qui insiste sur Jetpack Compose. Oui, j'ai oublié Jetpack Compose, mais ils sont dans le même lot. Ok, Oui. donc je disais que c'est assez difficile de gérer tous ces états-là et avoir une même source de données. C'est pas du tout évident. Parce que même avec les outils que le framework propose, comme ce que tu nous as montré, hein, les inherit widgets, etc., c'est très compliqué quand l'application commence à être assez complexe, à gérer plusieurs vues, etc. Donc, avoir ce unidirectional data flow devient très compliqué. Donc, du coup, ma question c'est, est-ce que tu proposerais un outil ou bien une librairie spécifique que tu nous recommanderais quand l'application commence à devenir assez complexe, ou est-ce que juste les outils que Flutter propose font le job? Merci. Merci, Gravel. Merci encore. Donc, en fait, tu as parfaitement raison. Hein. Je pense que nous, quand on met en place une application et que tu sens que l'application grandit, tu as cette crainte, en fait. Tu as cette crainte de pouvoir pas avoir cette même source de données et comment le gérer à un moment donné. Donc, moi, j'ai récemment travaillé sur une application qui consommait beaucoup de flux de vidéos, en fait, d'audio. Donc, c'était compliqué de gérer cela. J'avais pris l'adhésion d'utiliser en fait GetX pour ça. C'est GetX que j'avais utilisé pour le mettre en place. Mais moi, si je peux donner 3 ou 2, je dis que il y a Blockc que j'utilise ou bien GetX et aussi il y a en fait Provider que j'utilise de moins en moins actuellement. Mais comme tu dis, actuellement, c'est vraiment difficile de le gérer avec les trucs basiques que le framework donne, sincèrement. Si tu le fais à un moment donné, tu te rends compte que tu vas avoir des pertes de données ou bien tu vas pas avoir les mêmes perfs que tu attends réellement. Parfois, souvent, c'est ça, en fait. Les frameworks ou bien les outils comme ça, ils te donnent vraiment, en fait, le basique. C'est-à-dire que quand c'est une app standard, comment les règles pour avoir une app standard, ce qu'il doit avoir. Et après, maintenant, il y a d'autres gens qui sentent qu'il y a des limites ou bien il y a des contraintes par rapport à certaines choses. C'est en ce moment-là que les gens mettent en place des packages qui viennent t'aider
pour mieux gérer cela. Et je pense que il y a certaines applications, je ne l'utilise pas parce que je me dis que c'est vraiment basique, donc je peux utiliser les choses basiques. Mais quand je sens qu'il y a cette complexité qui vient derrière, il y a beaucoup de sources de données à gérer, l'affichage, le changement de certaines étapes par rapport à cela, et même le fait de propager la donnée sur l'utilisation de l'application. C'est-à-dire que le fait d'avoir un seul chargement des services qu'on va utiliser, parce qu'il faut savoir que c'est un mobile qu'on a, c'est une application mobile, donc les ressources à un moment donné limitées, donc il faudra pouvoir voir comment gérer ces ressources-là. Donc, même pouvoir faire de telle sorte qu'il ne va pas trop consommer d'énergie, il ne va pas trop polluer notre planète à un moment donné. Donc, moi, si j'ai à conseiller, c'est BlockC que je conseille souvent. Et aussi, il y a GitX aussi que je conseille par rapport à cela. Mais comme je l'ai dit, hein, c'est des conseils avec l'expérience que j'ai sur ça. Mais souvent, il y a des gens qui ont des divergences entre le fait d'utiliser tel package parce que c'est anti-pattern, souvent c'est ce qu'il te dit, ou bien ils te disent d'utiliser tel package pour respecter en fait, la philosophie et la philosophie et bien le but en fait, du framework, c'est ça. OK, merci beaucoup, j'entends. Donc, soit GetX ou BlockC. OK, je vais faire des recherches par rapport à ça. Merci beaucoup en tout cas. OK, merci grave. OK, il y a d'autres questions? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que... Oui. C'est bon. Merci encore une fois pour la présentation. Donc, juste pour dire qu'il y aura une prochaine présentation qu'on fera en janvier. Donc, Ibrahim, je pense que ça va être l'occasion peut-être d'expérimenter un des deux, c'est-à-dire que faire des appels de service et tout cela, une application. Comme ça va être beaucoup plus simple pour certains de comprendre ça. Merci pour tout le monde.